Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette conférence. Rapidement, je vous présente Nicolas Mancière, qui va du coup être votre conférencier ce soir. Je vous rappelle le sujet, alors je le fais en français, vous m'excuserez. Donc c'est construction et déploiement du coup d'applications mobiles sous iOS et sous Android. Donc je vais donner la parole du coup à votre conférencier. Merci. Bonsoir à tous. Donc je vais me mettre comme ça. Donc, je m'appelle Nicolas Mancière, je suis le directeur technique de Bifan Sport. Donc Bifan Sport, c'est quoi? C'est une start-up qu'on a montée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des applications mobiles pour les clubs de sport. Club professionnel, club sport co. Donc on a du top 14, on a de la Pro D2, on a du basket, du handball, du rugby. Un peu de foot en Ligue 2 et on essaye de faire de la Ligue 1. Pas facile la Ligue 1, mais on va y arriver. Et donc, on a des applications dans les stores. Aujourd'hui, on en a 14 qui sont sur Apple et Android. Et donc, voilà. Donc, on construit les applis, on les met en ligne, on les maintient, on les met à jour. On supporte les clubs qui les utilisent et les fans qui, bien sûr, utilisent les applis des clubs. Donc, les applications sont gratuites et elles sont à destination donc, des fans du club qui vont les utiliser pour aller au stade, récupérer les billets, pour interagir avec le club, chatter pendant les matchs, voir les scores, voir les stats, gagner des points, parce qu'on fidélise les fans. Et avec ces points, gagner des cadeaux, par exemple là, voilà, partenaire, hamburger, je peux gagner des boissons gratuites, etc. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a des applis dans les stores. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous imaginez bien que quand on fait des applications mobiles pour plein de clubs comme ça, ça demande du temps de développement, ça demande du temps de maintenance, ça demande du temps pour mettre à jour les applications, etc. Donc plus on a d'applis, plus on a de clients, plus ça met de temps. D'accord ? Et plus c'est dur à maintenir. Donc plus il faut de gens pour maintenir tout ça. Donc on a les 2 plateformes principales, hein. On a Apple, on a Android. Il y en a d'autres. Bon, les autres, on les oublie hein, pour l'instant. On ne va pas parler de BlackBerry, on ne va pas parler de Windows Phone parce que c'est en train de mourir tout ça. En gros, vous voulez faire une appli, il faut supporter au moins ces 2 architectures-là. Le problème, c'est que bien sûr, c'est 2 architectures propriétaires qui n'ont rien à voir. Et donc, ça veut dire que c'est 2 codes base complètement différents. Ça veut dire que c'est des outils différents, c'est des systèmes différents, c'est des connaissances différentes. Et donc, il faut dupliquer les ressources. Hein. Il faut des gens qui connaissent Android et des gens qui connaissent iOS. Ou alors, il faut que vous connaissiez au moins les 2 plateformes correctement. Si vous ne connaissez pas les 2 plateformes, ça veut dire qu'il faut au moins 2 personnes. Donc, tout se duplique. Le travail se duplique. Mettre à jour les applis, ça se duplique. Ça met 2 fois plus de temps à chaque fois. Donc, il y a moyen de réduire ce temps de construction, de déploiement et de maintenance. Il y a moyen d'en réduire au maximum. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser le travail autour du développement mobile pour en faire le moins possible, parce qu'on est tous feignants, on est tous informaticiens. Donc en gros, ça à gérer, c'est le bordel. Donc, appli mobile, ça se décompose en 2 parties. Première partie, le front-end. Donc mes slides sont en anglais, hein. J'espère que ça va choquer personne. De toute façon, il va falloir parler l'anglais. Hein. Vous êtes informaticien, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes mort, je vous le dis tout de suite. Appli mobile, 2 parties, front-end, donc l'appli, excusez-moi, l'application, donc ça c'est la partie facile en fait, hein. C'est la partie facile l'application. C'est-à-dire que vous allez faire un design, donc il vous faut un designer, vous allez l'implémenter, on va regarder après un peu les choix que vous avez pour implémenter une appli. Mais bon voilà, vous allez la faire pour iOS, pour Android, très bien. La partie compliquée, ça va être ça, hein, votre back-end. Donc le back-end, l'appli, il faut bien qu'elle se connecte à quelque chose. Donc si vous avez fait une application standalone qui ne fait rien, qui ne se connecte pas à Internet, c'est facile. Mais dès que vous devez vous connecter à Internet, fournir de la data, fournir des services, des informations, des images, des vidéos, récupérer de la data des fans, faire interagir les fans entre eux, etc., c'est là où ça devient le bazar. Et donc il faut bien réfléchir à l'avance. Mon application, elle est destinée à qui? Qui va l'utiliser? Le volume, la masse d'utilisateurs qui va l'utiliser, combien de personnes vont l'utiliser. Est-ce que je vais devoir scaler mon back-end? Est-ce que je vais devoir être capable d'absorber des dizaines, centaines de milliers, millions d'utilisateurs ou pas?
Et donc, il faut bien réfléchir ce back-end. Alors, on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, il y a le cloud. Il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas le cloud. Donc, le cloud va nous sauver. Sans le cloud, il vous faut beaucoup d'argent pour aller faire un back-end qui scale. Avec le cloud, vous pouvez commencer à zéro dans votre chambre, et c'est ça qui est bien. Donc, on va commencer par le front-end. Front-end, vous avez 4 choix. Vous avez 4 choix. Vous allez faire du natif. Donc, tout le monde commence par le natif, il faut comprendre les plateformes. Donc natif iOS, Android ou Windows Phone. Bon, ça c'est un screenshot sur Internet, mais on ne parle pas de Windows. Donc bon, c'est ça, faut connaître. Dans tous les cas, vous allez commencer par cette étape-là, comprendre comment créer une appli native. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Par contre, le problème qui se pose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut maintenir 2 codes sources. Il faut 2 projets, il faut maintenir 2 codes, il faut avoir 2 outils. Vous allez avoir Xcode pour iOS, vous allez avoir Android Studio pour Android. Donc un peu compliqué. Et long. Ensuite, vous avez les applis hybrides. Les applis hybrides, ça reste une application native dans laquelle les vues seront en HTML. Donc c'est de l'HTML5, JavaScript, CSS, standard. Beaucoup plus simple à mettre en place, beaucoup plus simple à maintenir surtout. Si vous avez un bug, une vue a changé, un skin a changé, vous mettez à jour la page web, ça s'est mis à jour. Vous n'avez pas besoin de renvoyer un binaire dans les stores. Parce que les applications mobiles, elles sont compilées. C'est comme vos codes C. C'est pareil, c'est compilé, il y a un binaire qui est généré et ce binaire-là, il faut l'envoyer dans les stores. Donc dès qu'il y a une mise à jour à faire, je refais mon binaire, je le renvoie à Apple. Apple me fait patienter une semaine parce qu'il regarde mon binaire. Google vont plus vite, mais ça reste très long. Donc l'hybride, très intéressant, mais il n'y a pas cette expérience native. On ne peut pas accéder non plus à toutes les choses. En HTML, c'est un peu plus lent. Le JavaScript sur les vieux téléphones, ça met du temps à loader. Si vous avez des gros frameworks JavaScript, ça va être long. Donc l'expérience est moins fluide. Alors là, il y a la troisième option, qui est une option assez récente, qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est Facebook qui a lancé React Native. Et donc React Native, c'est une technologie qui vous permet de coder en JavaScript et en HTML. Enfin, c'est une sorte d'HTML, c'est un XML-like. Et en fait, ils ont une sorte de machine virtuelle ou d'engine qui va compiler le JavaScript et le HTML que vous avez fait, va générer un bundle en JavaScript et qui va générer derrière des éléments natifs. Donc vous allez avoir les performances natives, mais ça va être portable entre les 2 plateformes. Donc vous allez faire un seul code et ça va marcher sur iOS et sur Android. Donc d'un coup, vous allez pouvoir réutiliser entre 80 et 100% de votre code. Donc vous réduisez de 80% votre temps de développement. Bon, le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui connaissent encore cette plateforme, déjà cette plateforme. Donc il n'y a pas beaucoup de ressources sur le marché aujourd'hui de développeurs qui comprennent comment ça marche. Donc en gros, faut se débrouiller, quoi. Faut comprendre soi-même, faut y aller et essayer de le faire marcher. Par contre, ça marche pas mal. Alors c'est encore très récent comme techno. C'est pas très mûr, pas très mature. Donc il y a pas mal de bugs, ça évolue régulièrement, des mises à jour de librairie, etc. Donc il peut y avoir des surprises, il faut faire attention. Mais par contre, le temps est réduit et il y a les performances natives. Et la quatrième option, qui est assez récente et qui est encore en bêta, on va dire, qui n'est pas du tout encore déployée, c'est les Progressive Web Apps. Alors les Progressive Web Apps, en fait, c'est des pages web qui ont quelque chose de spécifique et ça interagit avec le navigateur. Aujourd'hui, les navigateurs, Chrome le fait, Safari va le faire bientôt, Firefox le fait. C'est-à-dire qu'il y a des microservices au sein du navigateur. Il y a une sorte de petit programme qui tourne en arrière-plan et qui vous permet de recevoir des push notifs, qui vous permet de faire comme s'il y avait un téléphone, comme s'il y avait un service en arrière-plan. Donc même si vous fermez votre application, votre page web, vous pouvez continuer à interagir avec l'application. Donc ce qui vous donne une sorte d'expérience native, alors que c'est du web pur. Là, on ne parle pas du tout d'application native. Il n'y a pas du tout d'application à créer. Ça reste une page web, mais spécifique, avec du code spécifique. Et vous avez un icône sur votre écran mobile, et vous lancez, ça lance une page web qui est plus performante que de l'hybride. Donc nous, on va parler natif, React Native. D'accord ? Moi, c'est ce que je fais chez Bifansport. Nous, on a des applications natives dans lesquelles on a du React. Vous pouvez mélanger un peu les genres. Vous pouvez avoir une application native et avoir des vues en HTML, ou vous pouvez avoir une application native avec des vues en React, ou des bouts de vues en React. Donc vous pouvez mélanger les choses. Donc ça, c'est intéressant. Donc nous, on fait du natif, du React, et on a un petit peu d'hybride, un petit peu de WebView. Donc ça, c'est la partie front. Donc il faut choisir sa techno, c'est ça le challenge. Donc quand vous commencez une appli, il faut réfléchir. Qui va vous aider dans le projet ? Combien je vais avoir de ressources? Est-ce que j'ai beaucoup de gens avec moi ou pas? Je suis tout seul à coder, je vais faire le truc le plus facile. Si on est une équipe de plusieurs, ok, qui est bon dans quoi? Si demain il faut supporter l'appli, ok, je vais peut-être choisir une techno que tout le monde connaît, comme ça va être plus facile à maintenir. Si je choisis une techno, par exemple le React, et que personne ne connaît le React, ça va mettre vachement de temps à ce que tout le monde arrive au niveau pour maintenir les applis. Donc ça, c'est un choix à faire dès le début.
pour bien choisir la techno. Back-end, pareil. Il y a un choix important à faire, il y a des technologies à mettre en place, c'est ce que je disais, c'est là où l'usine à gaz commence, c'est bon, on fait quoi? Donc il faut un web server qui va servir la data, il faut de la base de données qui va stocker ma donnée, il faut du stockage de fichiers, hein, il y a peut-être des images, des vidéos, etc. Et il faut de la bande passante, hein, parce que quand j'ai 1 million de personnes qui se connectent à mon back-office, il faut que ça marche, quoi. Et donc, comme je disais, Amazon, moi j'utilise Amazon, mais il y a plusieurs autres acteurs dans le cloud. Le deuxième, c'est Google Cloud Platform. Et le troisième, c'est Microsoft Azure. Il y a IBM qui fait aussi des trucs pas mal. Il y en a d'autres. Mais le leader étant Amazon et de loin, de très loin. Donc je sais que j'ai vu qu'il y a des cursus cloud. Je ne sais pas ce que vous faites comme cloud. Si vous en faites. Vous en faites du cloud déjà? Non? Pas encore? Bon. Ça va pas tarder, quoi. Donc je vous montrerai peut-être après, quand je ferai un peu une démo des outils, je vous montrerai peut-être un peu ce que ça donne, la console Amazon, et vous verrez un peu ce que c'est. Donc, quand on veut créer des applis, donc, on a des challenges assez importants. Les challenges, c'est que l'équipe est réduite, donc il faut développer des applis, plein d'applis. Avec une équipe réduite, on n'est pas 500, on n'est pas Facebook, on n'est pas Google. Évolution, il faut faire évoluer les applis, il faut fixer les bugs, il y a Android 9, 10, 11 qui sort, iOS 11, 12, 13 qui sort, il y a des fonctionnalités qui changent, il y a des trucs qui se déprécient, des trucs nouveaux, les téléphones changent, il faut mettre à jour ces applis. Hein, si vous laissez une appli 1 an dans les stores, vous êtes sûr qu'au bout d'1 an, il y aura des trucs qui ne marcheront plus. Donc il y a de la maintenance à faire, il y a du support à faire, il faut supporter beaucoup d'applis, donc il faut que vos performances soient au niveau. Hein, vous allez avoir des utilisateurs. Donc si vous avez une appli avec beaucoup de gens, bah, il y a beaucoup de gens à gérer, ou plein d'applis avec pas beaucoup de gens. Nous, c'est ce qu'on a. On a plein d'applis, mais sur chaque appli, on a peut-être 6 000 à 10 000 utilisateurs hebdomadaires. Mais bon, ça, fois donc 12 ou 13 applis dans les stores, on est à quelques centaines de milliers d'utilisateurs hebdomadaires. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas Facebook qui a 3 milliards d'active users par mois, quand même. Facebook, c'est 3 milliards d'active users par mois. Si vous mélangez WhatsApp, Facebook et Instagram, c'est 3 milliards, un peu plus, d'utilisateurs mensuels. Donc là, c'est un autre niveau. C'est la bande passante d'un pays entier. J'ai un collègue qui travaille chez Facebook. Il y avait un problème de réseau. Ils ont dû rediriger le réseau. Ils ont dit, bah là, c'est le volume de la Suède en connexion réseau. Il y avait trois tuyaux transatlantiques qui étaient bouchés. Il fallait passer par un autre tuyau. Ça passait par la Suède ou par l'Europe. Et ça aurait consommé comme si la Suède entière consommait de l'Internet d'un coup. Donc c'est énorme en bande passante. Donc nos challenges, ils sont là. Et puis il y a aussi les clients. Les clients, ils vont demander de la customisation. Ils vont dire, bon bah moi j'aime bien ton appli. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise les apps. Hein. Juste, j'ai peut-être pas donné le contexte, mais on a des applis sportives. Pour réduire le temps de travail, on a la même appli, c'est un template. Et on la skin, on rajoute des modules, des briques, on active, on désactive, et on distribue la même appli à tout le monde. Donc on est capable de réutiliser énormément de code. Néanmoins, on a des clients qui ont des besoins spécifiques. Ils vont vouloir un module spécifique, ils vont vouloir peut-être modifier ce module-là ou pas l'activer, ou alors ils ont une intégration avec un outil tiers et ils veulent s'intégrer. Donc c'est de la demande spécifique, et là d'un coup, bah, c'est du développement spécifique que je ne peux pas réutiliser, que je ne peux pas revendre, et donc c'est un coût important pour ma structure. Donc ça, il faut le gérer avec une petite équipe. Et donc, les problèmes, c'est bah, on n'a pas beaucoup d'ingénieurs, on n'a pas beaucoup de ressources, et on galère. Alors, comment on s'organise pour réduire le temps de travail? Comment on s'organise pour supporter au mieux nos utilisateurs? Comment on s'organise pour faire des nouvelles fonctionnalités en permanence sans se faire sans couler sous la montagne de travail? Plus on rajoute d'applis, plus on rajoute de code, bah, plus en fait on a de support à faire et de maintenance à faire, et en fait on arrête de faire de la fonctionnalité, on arrête de créer de la valeur. Et ça, c'est le danger. Si vous faites une start-up, si vous ne créez pas de valeur, vous mourrez. Donc il faut faire de la valeur. Il faut qu'il y ait de la fonctionnalité qui sorte en permanence. Et le problème, c'est que vous rajoutez du client, bah, il y a de plus en plus de travail. Et donc, comment j'arrive à continuer à créer de la valeur et comment je ne m'embourbe pas. Et donc, les solutions, bah, il y a des outils, il y a des méthodologies qu'on peut employer pour justement essayer d'automatiser cette chaîne de développement, de création, de testing, de mise en ligne et de développement, en fait. Donc on va commencer, moi je prends l'exemple de ma boîte. Hein. On commence par le code repository, donc c'est où est-ce que vous mettez votre code. Nous on le met chez GitHub, on m'a dit que c'était interdit ici. Vous le mettez où vous voulez, il y a peut-être Bitbucket, il y a d'autres choses. Dans tous les cas, avoir une repo centralisée en ligne, ça vous permet
d'avoir des gens qui collaborent ensemble. Et ça permet surtout de lancer des workflows, c'est-à-dire de trigger des événements. Quand il y a quelque chose qui se passe sur GitHub, il y a du code qui arrive, il y a une pull request qui est mergée, il y a des événements qui se passent sur votre code, vous pouvez capturer ces événements et lancer des tâches après. Vous pouvez automatiser des workflows. Donc moi, comment ça marche chez moi? Je vais voir si je peux ouvrir, mais je vais sur GitHub et j'ai des gens qui m'envoient des pull requests. Hein. Ça, c'est mon site internet, mais voilà, là, j'ai 2 pull requests. Voilà. J'ai des gens qui m'envoient du code, pardon, il faut que je parle dans le micro. J'ai des gens qui m'envoient du code et je les prends, je regarde les changements. Et puis, bon là, il y a un changement que je ne peux pas voir, mais je vais merger mes pull requests. Je crois qu'il y a un bug sur GitHub depuis tout à l'heure, il bug. Bref. Donc, les gens m'envoient du code, je le vérifie, le code, et après, je le merge dans la repo principale. Dès que je vais faire ça, ça va me lancer, ça va me trigger des choses. Ça va me dire, OK, il y a quelque chose qui a été mergé, là, il y a du nouveau code. Donc, par exemple, nous, on utilise Slack. Je ne sais pas si vous utilisez Slack, mais à chaque fois que je vais merger du code, je vais arriver dans... là, j'ai un channel GitHub et je vois ce que tous mes gars m'envoient là. Donc, dès que j'ai du code qui a été mergé ou qui a été envoyé pour moi, je le vois arriver là, je reçois un mail, etc. Et je trigger des choses automatiquement. Je lance des choses automatiquement. Fastlane, c'est quoi? Alors, ça va être le premier élément de la chaîne. Alors, une fois que j'ai du code qui est arrivé et que je le merge, là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit je vais lancer une application, la construction d'une application automatiquement. C'est ce qui se passe. Donc, je vous le montrerai après. Ou alors, je décide de lancer une build à la main. Donc, Fastlane, c'est un outil qui vous permet d'automatiser la création d'applications. D'accord? Donc, vous créez une application. Normalement, ce qu'on va vous apprendre à l'école, hein, j'imagine, c'est vous allez être dans Xcode. Vous allez être dans Xcode, vous allez créer votre truc, vous allez faire play là, vous allez builder, ok, c'est super, vous avez fait votre appli, puis vous allez arriver dans product, et puis vous allez faire, je sais plus comment d'ailleurs, mais vous allez vous faire un archive qui est désactivé là parce que j'ai sélectionné iOS, mais vous allez faire archive, etc. Et hop, ça va aller arriver dans l'Apple Store. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va vous apprendre, et c'est comme ça qu'Apple va vous apprendre à faire les choses. Hein. Mais malheureusement, il faut cliquer, et cliquer, c'est mal. Parce que cliquer, ça prend du temps. Cliquer, ça prend du temps, c'est long, c'est manuel, il y a un humain, et quand il y a des humains, il y a des erreurs, et c'est long. Donc, Fastlane, ça fait quoi? Ça automatise les choses. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de scripter la création de votre appli, la diffusion de votre appli, les tests de votre appli, l'envoi dans les stores, et de rajouter des sortes de fonctions, de méthodes intermédiaires pour communiquer quelque chose, envoyer un email, envoyer un message sur Slack, envoyer une alerte. Ça vous permet, dès qu'il y a une erreur, je vais réessayer autre chose. Ça vous permet de faire une procédure de construction et déploiement. Comment ça se présente? C'est tout simplement un fichier, si j'en ai un ouvert, c'est un fichier Ruby. C'est un fichier Ruby qui est pas là. Pas FATFile, mais FASTFile. Voilà. C'est un fichier Ruby qui se présente sous la forme suivante et on va déclarer des lanes, d'accord? Et chaque lane va faire des activités, des actions. Je vais regarder mon tag GitHub, je vais regarder ma branche, je vais regarder des choses, et puis à la fin, je vais faire un do deploy prod là, et mon do deploy prod, il est là, et c'est ça qui fait la magie. Voilà, la magie, c'est quoi? Pour toutes mes organisations, je vais créer les provisioning profiles pour mon appli et je vais lancer cette commande qui va aller me builder mon appli iOS. Donc, il va lancer Xcode build, qui est une ligne de commande, et qui va me créer mon fichier binaire qui s'appelle, donc il y a un fichier IPA. Une fois que ce fichier a été buildé, il va être délivré à l'Apple Store en passant des dizaines et des dizaines d'options. Et à la fin, une fois que c'est bon, j'envoie un message sur Slack. Voilà. Ça permet d'automatiser ces tâches-là. Si j'avais pas ça, je ferais tout à la main. Et vous imaginez bien que manager des dizaines et des dizaines d'applis à la main comme ça, c'est ingérable. Et mon business model, il ne marcherait pas. Ça coûterait trop d'argent, j'aurais besoin de trop de gens, donc en fait, j'aurais pas de business. Donc le seul moyen, c'est d'automatiser ça. Maintenant, il faut quand même que je lance à la main ce Fastlane. Donc c'est bien, mais j'ai besoin de ma machine, en gros, pour faire une build. Il faut que j'aille sur mon terminal, là. Ok, super, je rentre là, et puis là, il faut que je tape Fastlane. Il faut que je tape Fastlane, et puis là, je vais lancer ma lane, par exemple. Là, je vais faire bêta QA, on va dire. Et puis, je vais rien taper, ça va me builder mon appli de test qui s'appelle la Bifan Team. D'accord.
Donc j'ai le Stade Français, le rugby, j'ai des apps de football, etc. Et on a fait une appli qui s'appelle la Bifan Team, qui est notre appli à nous pour tester. Donc là, ça va me lancer la build. Mais bon, ça me prend mon PC, ça me bouffe mon CPU, j'attends que ça se passe. Et bon, et si j'ai Android à faire à côté, je peux pas. Et donc en fait, j'ai une machine qui est immobilisée là. Et bon, bah, en attendant, je fais rien. Bon, donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est un système de CI. Alors Bitrise, c'est un exemple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CI, ça s'appelle Constant Integration. C'est ce que ça veut dire, Constant Integration. Ça veut dire que quand il y a un événement qui se lance, vous pouvez enchaîner avec d'autres événements et vous pouvez automatiser des tâches de testing. Donc le bêta test, les unit tests vont être faits sur les systèmes de CI. Vous pouvez avoir des builds, hein, donc c'est ce qu'on va faire là. Nous, on va builder des applis. Et en gros, c'est quoi? C'est une machine virtuelle dans le cloud qui se lance, sur laquelle il y a un Docker qui se lance par-dessus, dans laquelle il y a un environnement préinstallé qui est mis. D'accord? Donc un environnement Android ou un environnement Mac, d'accord? Dans lequel il y a déjà tous les outils d'installer pour toi. Et toi, tout ce que tu fais, tu prends ton code. Donc tu vas dire à Bitrise, télécharge-moi ce code et lance-moi un workflow. Alors chaque workflow a des étapes. Et chaque étape va faire quelque chose avec ton code. Donc la première, ça va être télécharger le code, mettre la clé SSH qui va bien, le certificat qui va bien. Ça va après builder l'appli, ça va faire des tests, ça va faire des screenshots automatiques. Puis ensuite, ça va l'envoyer dans les stores. En fait, ça va lancer Fastlane. Donc c'est-à-dire Bitrise démarre, me prépare mon environnement, me prépare une machine, comme si j'avais une machine physique. Et après, va lancer Fastlane, qui Fastlane va faire toute la build et va l'envoyer dans les stores. Donc c'est un moyen, en fait, de ne plus avoir besoin de machines physiques. Ça se présente comment? Si vous voulez que je vous montre 2 minutes. C'est un super outil, vous commencez gratuitement. Hein, si vous avez 1 ou 2 applis à gérer, ça marche. Donc vous allez connecter votre repo GitHub. Donc, par exemple, ça c'est mon appli principale. Vous connectez votre repository GitHub. Et à chaque fois qu'il va y avoir un trigger, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer, vous allez être capable de lancer un workflow. D'accord? Je vais vous montrer, workflow. OK. Voilà, j'ai plusieurs workflows. Donc j'ai des workflows pour builder ma QA, donc mes versions de test, mes versions de dev, mes versions master de production, etc. Et donc un workflow, ça ressemble à ça. Un workflow, ça va ressembler à, j'ai un script qui va aller me télécharger des clés Amazon pour pouvoir me connecter à Amazon. Je vais faire un git clone de la repo, puis après j'ai un script qui va aller me faire un pool origin master pour mettre à jour le code. Je vais aller télécharger des fichiers, d'autres fichiers, etc. J'ai un autre script qui va se lancer, qui va me récupérer mes provisioning profiles. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'appli iOS, il faut signer ces applis, il faut avoir des certificats, etc. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Ensuite, je récupère un cache pour aller plus vite. Et à la fin, je lance Fastlane. Et Fastlane, il va faire ce que je viens de faire en local. On va voir si ça tourne d'ailleurs toujours. Et voilà. Bon, là, c'est en train de builder de l'Android. Donc on voit, ça télécharge des packages, des points jar, etc. Et ça a lancé, pour ceux qui ont déjà fait de l'Android, ça a lancé Gradle, qui est le compilateur Android. Donc voilà, et donc Bitrise, ça aide vachement parce qu'à chaque fois que j'ai un trigger, j'ai un workflow qui se lance tout seul. Donc là, par exemple, si j'envoie du code sur ma repo Git, automatiquement, ça va me lancer un workflow. Et donc, j'ai plus à me soucier de quoi que ce soit. J'ai quelqu'un qui m'envoie du code, je fais merge, je sais que ça va build. Ça part, Bitrise build mon truc. Après, je reçois un email en disant ma version de dev, elle est prête, ma version de QA, elle est prête. Hop, j'ai plus qu'à l'installer sur mon téléphone. Et j'ai plus qu'à la tester. J'ai rien à faire. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que j'ai mon appli de test, ok, très bien. Enfin, j'ai mon appli de test. J'ai buildé, super. Mais après, justement, il faut la distribuer et donner ça aux gens pour qu'ils la testent. Donc là, il y a un autre outil qui s'appelle Fabric qui a été racheté par Google. Ça a été racheté par Twitter et après racheté par Google. Et cet outil-là vous permet de faire plusieurs choses. Vous permet, d'un, de distribuer votre appli de test à des gens, et deux, de récupérer les crashs de vos applis. Parce que vous avez une appli, vous les distribuez à des dizaines de milliers de personnes, si elle crache et que vous ne savez pas que ça a crashé, c'est un problème. Il faut savoir que ça a pété, quoi. Il faut savoir ça a pété, où ça a pété, dans quelles conditions et qu'est-ce que je fais pour le réparer. Il faut le savoir tout de suite parce que si vous n'avez pas de retour sur vos crashs, quand vous faites marcher en local votre programme, ça crache, vous le voyez. Si vous avez des logs sur vos serveurs, vous pouvez regarder vos logs, ça crache, vous le savez. Mais une application mobile, ça crache, vous ne le savez pas. Et donc comment le savoir? Donc il y a des SDK qui existent que vous mettez dans vos applis. Fabric c'en est un, Firebase c'en est un autre. Maintenant, Firebase a racheté Fabric, donc maintenant c'est Google, ils sont en train de fusionner les deux produits. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc Fabric,
Fabric vous permet donc d'avoir toutes vos applications listées dans un seul et même endroit et d'avoir des retours en temps réel sur toutes vos applications mobiles. Donc ça, c'est toutes les applis que moi j'ai aujourd'hui. Alors j'en ai beaucoup en test, hein, j'en ai beaucoup en QA, parce que quand on va voir nos clients, bah, on leur fait une appli, hein, et donc on arrive avec déjà une appli faite. Donc ça aide à vendre, si vous voulez. Mais par exemple, prenons une application majeure qui marche plutôt bien. Donc on va prendre par exemple la section paloise de rugby. Donc déjà, je peux inviter des gens. Donc ça, c'est plutôt pratique. Quand je fais une nouvelle version, là, c'est la 2.2.4. Bon, bah, par défaut, il y a la BeFan Team hein, qui est là. Donc ça, c'est tous mes devs et toute mon équipe. Mais je peux rajouter des gens. Si j'ai envie d'inviter quelqu'un d'autre, je peux. Et ensuite, j'ai des statistiques surtout. J'ai des statistiques sur mon appli, quoi. Et ça, c'est plutôt cool parce que je peux savoir, bah voilà, en active user, j'ai 395 active users, daily active user. Je vois mon taux de crash. Hein, je suis à 99.7 crash free, donc j'ai quand même 0,3% des gens qui crashent d'une certaine façon. Et si je vais dans Crashlytics, là, qui est un sous-outil de Fabric, là, je peux voir mes crashs. Alors là, j'en ai pas, c'est une bonne chose. Mais si j'en avais, je crois que j'en ai, si je vais sur l'élan Chalon de basket, j'en ai. On avait un bug dans le chat, voilà. Donc j'ai 97 crashs quand même, 41 users qui ont crashé là-dessus. Et ça me permet de savoir bah, qu'est-ce qui a crashé, quelle version de mon device. Bah, ok, ils ont crashé, 55% et des Samsung, etc. Donc très utile. J'ai même mon stack trace qui est là. Donc je peux savoir dans mon Java où est-ce que ça a pété, quoi. Sans ça, vous pouvez rien faire en fait. Sans ça, vous savez pas que ça a pété, donc vous pensez que tout va bien parce que ça va bien sur votre device, mais en fait ça va pas bien du tout. Et si vous le savez pas, bah, en fait personne vous le dira et donc vous aurez une appli qui marche pas bien. Donc ça c'est indispensable, c'est gratuit, vous pouvez l'installer. Vous pouvez aussi traquer des événements, donc ça c'est très intéressant, les gens qui ont login, quelle vue a été vue, donc vous pouvez mettre vous pouvez traquer des éléments dans votre appli. J'ai cliqué sur un bouton, ça m'envoie des événements et je peux voir bah, quelles sont les parties de mon appli qui sont les plus utilisées ou pas. Donc ça c'est très utile. Donc Fabric, indispensable, ça a été racheté par Google, donc maintenant c'est Firebase, je ne vais pas vous le montrer mais c'est similaire. Ça sort les stats, ça sort les crashs, vous avez les performances de votre back-end aussi, vous voyez les millisecondes que votre back-end utilise, donc la vitesse de votre back-end, etc. et voir si ça marche bien. Donc une fois que Fabric a été fait, que vous avez distribué en test votre appli, et que vous avez détecté les bugs et que vous êtes confiant, bah, vous la distribuez dans les stores. D'accord ? Et là, cette distribution dans les stores, c'est la partie la plus longue en fait. C'est la partie la plus galère. Parce que, en fait, c'est long et Apple va pas vous simplifier la vie du tout. Apple va vous pourrir la vie même. Donc Google, ça marche plutôt bien, c'est automatique. Hein, les applis sont approuvées automatiquement. Quasiment automatiquement. La première soumission de l'appli, il y a un humain qui va regarder, mais après c'est automatisé. Donc ils ont des bots qui vont décompiler votre appli, ils vont regarder s'il y a des problèmes de sécu, ils vont regarder s'il y a des problèmes de perf, ils vont regarder si vous êtes outdated, s'il y a des librairies que vous utilisez qui ne devraient plus être utilisées. Ils vont vous envoyer des rapports, mais en gros en 2 heures de temps, votre appli elle est live. Par contre, chez Apple, ça peut mettre jusqu'à 3 semaines. Et vous allez avoir affaire à un humain à chaque fois. Et l'humain, il va tester les trucs d'une certaine façon une fois, puis une autre fois, il va tester autre chose, et puis il y a toujours un truc qui ne va pas aller, quoi. Il y a toujours une question, il y a toujours un truc, et les guidelines, elles changent souvent. Donc, en gros, vous faites un jet de dés, et vous voyez si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, vous êtes parti pour des allers-retours avec Apple, et vous vous tirez une balle. Donc, malheureusement, quand on a une seule appli, ça va, c'est pas très dur, mais quand on en a 16 à gérer, ça devient chiant, quoi. Pardon pour mon langage. Donc, comment on fait? Je reviens un peu sur les points, on va passer ça vite, mais en gros, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc GitHub, bah, ça me trigger des workflows, on peut faire 3 choses avec, pull request, on peut tester avant que le code arrive dans la repo, ça c'est important. Vous avez des développeurs qui envoient du code, bah mergez pas tout de suite dans votre master et ça arrive dans le code. Idéalement, vous avez Bitrise qui va prendre la pull request, qui va essayer de builder l'appli, déjà voir si ça build. Vous allez tester la pull request, si ça a passé les tests, alors seulement et seulement si vous la mergez dans master. Donc ça c'est si dans un monde parfait. Vous allez tester vos versions et vous allez éviter le mauvais code. Donc Fastlane, on a expliqué, ça permet d'automatiser toutes ces étapes de build. Vous pouvez les scripter, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment scripter votre déploiement. Bitrise, encore une fois, bon bah je n'y reviens pas, mais ça vous permet de sauvegarder du temps et du CPU. Moi, quand j'envoie mes 16 applis dans les stores, j'ai 16 applis Android, 16 applis iOS à envoyer, donc il faut que je build quand même beaucoup d'applications. Si je devais faire ça sur ma machine là,
ma machine, elle est immobilisée pendant 8 heures, quoi. Une build iOS, c'est à peu près 25 minutes à 30 minutes. Et après, il faut l'envoyer sur les stores. Et là, Apple, de manière synchrone, va regarder votre appli et va vous mettre en attente. Donc, des fois, il faut attendre 40 minutes avant qu'Apple réponde « Ouais, c'est bon, ton binaire, il est bon ». Donc, parfois, j'ai des builds qui mettent 80 minutes à arriver sur l'Apple Store. Par comparaison, Google, c'est 12 minutes. Le back-office d'Apple, il est pourri. Je vous le dis tout de suite. J'appelle l'API, combien de fois je me prends des erreurs 500, des gateway errors, donc en fait ils me font perdre mon temps. En étant la boîte la plus valorisée au monde, ça fait mal quand même. Donc, Fabric Beta, on a vu, indispensable si vous voulez tester vos applis. Donc le store management, c'est là où le problème arrive, et donc comment ça marche un store. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc je vais ouvrir déjà mes tables là. Mais en gros, ce qui se passe, vous avez l'Apple Store qui est là, et vous avez le Google Play Store qui est là. Ok, donc là j'ai mes applis qui sont live, elles sont toutes publiées dans les stores. Et donc par exemple, on va prendre l'élan chalon qu'on regardait tout à l'heure sur Google d'abord. Donc vous avez des informations de description de la fiche de l'application. Donc vous avez la fiche là, la fiche Play Store. Il y a la même chose sur Apple, mais en gros, c'est la description. D'accord ? C'est la description de mon appli, c'est les screenshots de mon appli, je peux faire pour tablette, etc. J'ai mon icône de lancement, ma page, etc. J'ai plein de choses. Et donc tout ça, il faut le remplir une première fois pour pouvoir créer son application. Mais il faut la faire évoluer. Il y a peut-être les screenshots ont changé, par exemple. Il faut mettre à jour les screenshots. Il y a peut-être une vidéo, l'icône a changé. Par exemple, l'élan chalon, ils ont changé leur logo cette année. J'avais un ancien logo avant, il a fallu changer le logo. Il a fallu changer les screenshots. Et donc ça, c'est beaucoup de temps. Il faut que j'aille chercher faire mon image, il faut que je vienne ici, que je le sauvegarde. Si je veux mettre à jour mon appli, ok, j'ai une nouvelle version, je vais aller ici, version de l'application. Je vais aller me faire une version bêta, donc je vais faire gérer bêta. Et puis je vais aller me faire créer une version, donc je vais cliquer partout là-dedans et ça va mettre des heures. Donc en fait, ça scale pas, quoi. Ça scale pas, quoi. Ça marche pour une appli, mais dès que vous en faites 3, 4, 5, 10, ça marche plus. C'est ingérable. Donc la solution, c'est quoi? C'est de dire ces informations-là, ce texte, ces images, ces descriptions, etc., je vais les stocker dans un fichier, ou dans des fichiers, metadata, et je vais avoir un outil qui va utiliser les API, parce que heureusement que ces deux plateformes, ils ont quand même une API. Je vais utiliser l'API de Google et l'API de Apple pour envoyer mes métadatas, envoyer mes images, et en fait, je vais mettre à jour mes applis directement, automatiquement. Et Fastlane, encore une fois, Fastlane vous permet de faire ça. Alors, comment ça marche? Tout simplement, donc ça, mon appli à gauche, elle a marché, elle a buildé en 7 minutes, voilà. Enfin, en moins de 7 minutes. J'ai perdu ma souris. Je suis là, ok. Et donc voilà, donc Fastlane, en fait, vous permet de stocker toutes les métadatas de vos applis dans votre repository directement. Donc, dans votre code source, vous allez avoir toutes les métadatas de vos applis qui vont être donc versionnées, que vous allez pouvoir éditer à volonté. Et quand vous allez pusher votre version, ça va pusher les métadatas avec. Donc là, je suis dans le répertoire Fastlane. Si je fais un ls, j'ai un répertoire qui s'appelle metadata. Et là, là, pardon, j'ai mes différents, on voit mal, mais j'ai le nom de mes applis là. J'ai Élan Chalon, j'ai toutes mes applis. Donc si je vais dans Élan Chalon, je vais me retrouver avec mes infos. Je suis où là? Excusez-moi parce que je vois rien. Ok. Donc j'ai ma short description, j'ai mon titre, j'ai ma vidéo, mes images, ma full description, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai tout ici. Par exemple, si je fais ma full description, je vais avoir littéralement le texte qu'on retrouve dans les stores. Et ça, c'est stocké directement dans ma repo de code. Donc en fait, je le maintiens là. Dès que je veux faire une mise à jour, je mets à jour ce fichier-là. Et Fastlane, il va prendre ces métadatas, il va les envoyer par l'API. Et donc, après, j'ai plus rien à faire. La seule raison pour laquelle je vais aller dans les stores, on va revenir sur les stores, la seule raison pour laquelle je vais venir dans les stores, c'est pour créer l'application la première fois. Je vais venir, je vais créer mon appli la toute première fois, je vais rentrer les premières infos.
et puis après j'envoie mon binaire, et après je la maintiens de manière automatique. Je ne touche plus jamais à la console. Alors ça c'est vrai pour Google, pour Apple malheureusement il faut toucher souvent la console. Alors là j'ai de la chance, mais par exemple des fois on se prend ce petit rond rouge là, qui veut dire que l'appli elle n'a pas été approuvée, ou alors a été rejetée par les gentils employés d'Apple pour une raison, voilà, weekend process sur request. Bienvenue chez Apple. Ça c'est normal. Hein. Ah non, mais ça c'est normal ça. Là tout va bien. Non attends, je suis déco, donc ok, je me suis fait déco carrément. C'est régulier. Par exemple, la dernière fois, je voulais envoyer une pièce jointe. Ça n'accepte pas les pièces jointes avec accent. Voilà. Ils ne supportent pas l'UTF-8 chez Apple. Ils n'aiment pas. Ça, c'est faut faire avec. Et puis, ils ne sont pas du tout responsives. Hein. C'est-à-dire, vous les appelez, vous leur envoyez un message. Ils ne répondent pas. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est la même chose que chez Google. Hein. Donc, une fiche d'application. Avec la version qui va bien. Donc, le binaire associé. Et on a la même chose, on a des screenshots qui vont apparaître dans un peu de secondes, on a les screenshots qui sont là, et les informations de support, etc. Donc tout ça, pareil, à manager, ingérable, donc obligé de l'automatiser si vous voulez vraiment, imaginons demain vous travaillez pour une boîte de développement qui gère des dizaines d'applis, vous êtes obligé d'avoir un système d'automatisation comme ça. Ça va être ingérable à la main, si vous êtes une SS2I ou si vous êtes un shop qui fait des applis mobiles, ça va vous bouffer le temps et en fait, pendant que vous faites ça, vous ne faites rien d'autre et vous ne créez pas de valeur. Donc il faut absolument réduire le temps au maximum là-dessus. Est-ce que vous avez des questions un petit peu là? Non? Bon, de toute façon, j'ai presque fini, donc on va arriver aux questions juste après. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Non, c'est presque tout. Donc niveau applicatif, niveau store, pardon, c'est vraiment la complexité. En fait, c'est vraiment le point de friction qu'il faut arriver à régler. Par exemple, j'ai un problème là, c'est que, comme vous voyez ici, c'est que mes applis, elles sont toutes dans le même compte. Elles sont toutes sur mon compte de Bifan. Ok. Et j'ai Apple qui m'a dit, on va arrêter d'approuver vos applis. Parce que, en fait, vu que vous utilisez un système de templatisation, qui a beau être le vôtre, mais ça reste un système de templatisation, en gros, vous allez remplir votre espace d'application mobile. Mais en l'occurrence, il faut payer 100 $ par an pour avoir un accès développeur chez Apple. Et en fait, ça va à l'encontre de leur business model. Et vu qu'en fait, on réutilise le même code, ils veulent que chacun de mes clients ait son propre compte Apple. Donc pour chacun de mes clients, il va falloir que je paye, j'ouvre un compte Apple, je paye 100 balles par an, tous les ans. Et il va falloir que je transfère toutes mes applis sur un compte spécifique à chaque fois. Et donc là, on se retrouve avec encore plus d'automatisation nécessaire parce qu'il va falloir qu'à chaque fois que mon Fastlane il va aller se connecter à l'Apple Store, avant il se connectait avec juste un login, un mot de passe. Maintenant, il faut que j'ai un login, mot de passe par appli, quoi. Donc il va falloir que je manage des fichiers de config par client. Que quand Fastlane démarre, il regarde quel c'est comme client, je prends le bon login mot de passe, je me connecte à la bonne console, j'envoie l'appli au bon endroit. Donc ça, j'ai ça à faire, j'ai 2 mois pour le faire. Ils nous ont dit, on continue d'approuver vos applis jusqu'à janvier, après c'est fini, on n'approuve plus rien. Ouais. Donc ça, c'est le challenge. Et c'est un challenge que pas beaucoup d'entreprises rencontrent parce qu'il y a peu d'entreprises qui font autant d'applications. Enfin, il y en a quelques-unes, hein. Il y en a qui font des dizaines de milliers d'applis, hein. Et à mon avis, ils vont avoir des gros soucis avec Apple. Mais ça reste quand même très limité comme type de choses. Mais ça montre les limites en fait, du système. C'est-à-dire que ça marche bien quand on est tout seul avec son petite appli, ça va. Mais dès qu'on veut faire beaucoup d'applis, ça devient compliqué, quoi. Donc voilà, je comptais faire une démo un peu plus en détail après, mais en fait, vu que j'ai déjà montré pas mal de choses, on peut peut-être rentrer aux questions directement. Et plutôt, voilà. Merci. Ouais. Alors Bitrise, c'est quoi? Il y a plein d'équivalents de Bitrise en fait. C'est pas un des premiers à arriver sur le marché avec ce genre de système. Je vais vous arrêter 2 secondes.
secondes. Ouais. Je vais reposer sa question dans le micro. D'accord, comme ça il entend, ça marche. C'est vous qui avez posé la question? Oui, oui. Du coup, pour tout le monde, est-ce que vous pouvez reparler de Bitrise, s'il vous plaît? Reparler de Bitrise. Ouais. Donc Bitrise, c'est un système un CI système. CI, ça stand for Constant Integration. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement dans votre workflow de développement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous essayez de lancer de l'automatisation, de lancer des scripts qui vont analyser, tester, valider, communiquer. Et en gros, il y a des étapes automatiques dans votre processus de développement qui vont être lancées pour s'assurer que votre code est de qualité, si vous faites de l'unit test ou si vous faites du test. Donc ça va vérifier que le code est de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de bug, etc. Et ça va automatiser des tâches de build, de déploiement, de distribution de votre code. Donc si vous faites des applis mobiles, il faut envoyer le binaire à plusieurs personnes. Si vous faites des applis mobiles, il va falloir builder l'application. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas un système comme ça, donc un système à l'extérieur de votre machine, quelque chose de distribué dans le cloud ou quelque chose, si vous n'avez pas un système qui build pour vous, vous allez être obligé de builder vos applis sur votre machine. D'accord? Donc si vous ne faites pas Bitrise ou autre, il y en a plein d'autres qui existent. Il y a Travis, il y en a d'autres. Il y en a un qui a été racheté par Apple récemment. Si vous n'utilisez pas ça, vous allez tout builder en local en fait. Alors ça marche, avoir une seule appli, ça marche. Si vous êtes tout seul à développer ou deux et que vous pouvez builder vos applis sur votre machine, ça marche très bien. Par contre, demain, vous avez même une seule appli, mais vous avez 25 développeurs. Tout le monde envoie du code en permanence. Moi, je suis manager de cette équipe-là, par exemple. Je dois merger du code de 25 personnes. Comment je fais? Je ne vais pas lire le code de tout le monde. Je ne vais pas voir s'il y a des bugs tout de suite. Il faut qu'il y ait des unit tests déjà. Il faut pouvoir capturer les problèmes tout de suite. Et donc les unit tests, on va les faire tourner où? Donc il faut bien une machine pour faire du test. Alors il y a des Jenkins. Jenkins, c'est le système de unit test open source. Si vous ne connaissez pas Jenkins, regardez ce que c'est. Jenkins, en gros, c'est un moyen d'installer Bitrise sur une machine à vous. Si vous voulez, en local, chez vous, dans votre environnement ou à l'école, vous avez une machine, vous mettez Jenkins, vous voulez pouvoir avoir votre workflow de unit test, de build, vous faites ce que vous voulez. En fait, donc c'est une étape, je lance quelque chose. C'est quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Un script, un appel sur le réseau, downloader un fichier. Donc pour réillustrer un petit peu ce que c'est, si je vais sur ce workflow, de build, ça va m'automatiser toutes ces tâches que tu vois à gauche là. Ça va me cloner ma repo, ça va me télécharger un fichier .a, qui est une librairie externe, que je ne peux pas mettre dans GitHub parce qu'elle est trop grosse, donc je la télécharge à part. Un fichier zip que je vais dézipper grâce à ce script qui est là. Je le dézip. Ensuite, ça va me récupérer un cache. Tout ça, c'est des étapes que Bitrise vont vous fournir. Si je fais plus ici, vous voyez, j'ai des étapes à dispo là. J'ai plein d'étapes à dispo là. Je peux faire plein de trucs. Deploy to Amazon S3, deploy to machin, send email, mailgun, etc. Donc si je fais all, j'ai des dizaines et des dizaines d'étapes, de steps, d'étapes de workflow que je peux utiliser. Alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas... Ah oui. Show all steps, voilà. Il y a beaucoup de choses. On peut faire, récupérer l'info d'un APK. Donc APK, pour ceux qui ne savent pas, c'est le binaire Android. Publish to App Store, machin. En gros, avec Bitrise, je pourrais me passer de l'étape Fastlane là. Bitrise pourrait faire ce que Fastlane fait. Il pourrait builder, il pourrait signer, il pourrait envoyer sur les stores pour moi. Le problème, c'est que si je fais Bitrise de la façon dont ils veulent que je le fasse, il faudrait que je fasse tout sur Bitrise. Je ne pourrais plus après lancer de build sur ma machine. Fastlane me permet de lancer la build sur ma machine et me permet aussi de le faire sur Bitrise en fait. Donc si je veux lancer sur Fastlane, je fais juste ma commande, ce que je t'ai montré tout à l'heure là, je fais juste Fastlane bêta machin, je me suis fait mes lanes, je lance, ça va builder en local. Mais si par contre je veux offloader mon job sur Bitrise, je me suis fait un workflow et à la fin, ça me lance la même commande que j'aurais lancée en local sur ma machine. Toutes les étapes d'avant, c'est juste préparer l'environnement, quoi. C'est mettre les bons fichiers au bon endroit, mettre les bons credentials au bon endroit, la bonne clé SSH qui va bien. Voilà, juste préparer la machine pour qu'elle accepte ma build. J'ai répondu à ta question? Oui. Ok. J'ai une question sur Fabric Beta. Vous avez dit que ça donne le back-end vise, c'est ça? Ça donne quoi, pardon? Le back-end vise, donc le stade du back-end, votre back-end, c'est ça? Alors ça peut, en effet. Alors Fabric ne le fait pas. Par contre, Firebase le fait. Firebase, ok. Firebase, c'est une solution Google.
Je vais vous le montrer comme ça va être, vous allez voir. Firebase, c'est quoi? C'est un outil Google qui est sorti il y a un petit moment déjà et qui vous permet de faire... en fait, ça a été racheté par Google, Firebase. C'était une real-time database. C'est-à-dire que c'est une base de données objet avec du JSON, key value. Okay. L'intérêt de Firebase, c'était que mon client, il est connecté à la base de données. Dès qu'il y a un changement de données sur la base de données, mon client voit le changement de données. J'ai pas besoin de faire un select, quelque chose. J'ai pas besoin, tu vois. Il y a en temps réel, ils sont connectés. Donc ta base de données est connectée avec ton client. Donc si dans ta base de données, tu rajoutes un objet, imaginons que tu as une liste sur ton application mobile avec des dizaines d'éléments. D'un coup, dans ma base de données, je rajoute un élément dans la liste, paf, il va apparaître sur tous les clients de la planète. Okay. C'est du push, quoi. Ça push la donnée vers les clients. Tu vois, c'est pas le client qui va aller chercher la liste, qui va la rafraîchir en mode polling. Je vais pouler ma liste toutes les 5 secondes, par exemple. Non, c'est le serveur, c'est Firebase qui va pusher de la data. Ce qui fait que tu te retrouves avec des applications qui sont ultra dynamiques, parce que dès que ton serveur il va changer une data, bam, il y a tout le monde qui est mis à jour automatiquement. Okay. Donc tu as beaucoup de responsivité, etc. Et donc Firebase, ça c'est l'outil originel qui a été racheté par Google. Et après ils ont rajouté plein de couches. Ils ont racheté Fabric aussi, ils ont mis Fabric dans Firebase. Donc bientôt Fabric, ça va disparaître. C'est différent de Google Analytics, choses comme ça? C'est différent de Google Analytics. Si tu vas voir, ça ressemble un peu, mais c'est différent. Google Analytics, c'est pour analyser le trafic de ta page web ou le trafic de ton appli mobile. Tu peux mettre Google Analytics sur ton appli mobile, mais ça va donner juste le trafic. Qui vient, d'où il vient, combien de temps il reste dans ton appli, etc. Tu as raison, c'est assez proche quand même. Avec Google Analytics, tu peux quand même avoir des informations sur l'usage de ton appli. Avec Fabric, c'est similaire. Tu vas avoir l'usage de ton appli. Mais Fabric et Firebase vont un peu plus profond. Ils vont te dire vraiment le temps de réponse en millisecondes de tous tes calls back-end. Ils vont te dire qu'est-ce qui a craché, etc. Donc la console Firebase, nous, on l'utilise pour plusieurs choses. On l'utilise pour base de données temps réel. On l'utilise pour base de données temps réel, on sait à peu près tout en fait. On a plusieurs choses. En fait, Firebase va te permettre de traquer l'usage de tes applis comme le fait Fabric. Donc si tu regardes, par exemple, je reprends ce qu'on voyait tout à l'heure, on regardait l'élan Chalon tout à l'heure. L'élan Chalon, elle est où? Elle est là. Donc tu vois, ça va me faire un peu comme Fabric, ça va me faire des statistiques d'usage. Okay, parce qu'en fait, c'est la même chose maintenant. Ils ont rejoint le back-end Fabric et le back-end Firebase sont en commun. Donc en fait, tout ce que j'envoie dans Fabric, ça arrive dans Firebase aussi. Donc j'ai moyen de voir mes statistiques. Ok, très bien. Mais par contre, j'ai des outils, tu vois là, j'ai Authentication, Database, Storage, Hosting, Function et ML-Kit. Ça me permet de faire en fait un back-office mobile. Si vous voulez faire un back-office mobile rapidement, sans vous prendre la tête, Firebase, c'est une super solution. Vous avez une base de données clé en main, vous avez des fonctions lambda qu'on appelle. C'est-à-dire si vous voulez faire du serverless, et ça on n'a pas abordé le sujet cloud, hein, mais le back-office étant le sujet clé, hein, c'est vraiment le plus compliqué. Vous ne voulez pas aller monter un serveur web, vous ne voulez pas monter un Apache, un Node.js, vous prendre la tête avec des machines à scaler, j'ai une machine, c'est bien, demain elle tombe, ça y est, mon appli ne marche plus, donc il m'en faut 2, devant il faut un load balancer, ok, j'ai un load balancer, mais là maintenant c'est 3 machines à gérer avec le load balancer, donc le DNS devant aussi, il faut que je puisse envoyer le trafic DNS dans le monde entier. Si demain j'ai des gens qui viennent d'Asie ou d'Europe, comment je fais pour que les gens d'Asie aillent dans le serveur d'Asie et que les gens d'Europe aillent dans le serveur d'Europe? Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse du load balancing sur le DNS et après que j'ai donc du load balancer devant mes machines. Enfin bon, c'est un bordel à gérer. Donc vous ne voulez pas faire ça. Aujourd'hui avec le cloud, vous pouvez faire du serverless, c'est-à-dire que vous n'avez pas de serveur. Vous avez une API qui est gérée par Amazon ou qui est gérée par Google et à chaque fois que vous tapez un endpoint de votre API, ça va lancer une fonction lambda, qui est juste une fonction, un bout de code qui se lance, qui exécute le truc, qui sort un output qui meurt. Okay, pas de serveur à maintenir, ça scale à l'infini, vous pouvez absorber des millions d'utilisateurs sans vous prendre la tête et vous payez juste à l'exécution de la fonction lambda. Moi, c'est ce que je fais pour mon API, chez Amazon, pas chez Google, mais chez Google, ils le gèrent aussi. Si par exemple, je vais dans l'élan Chalon et je regarde à gauche, là, les fonctions, là, c'est ça. Hein, je peux me créer des fonctions. Alors moi, je ne le fais pas encore une fois, mais... vous pourriez créer des fonctions alors c'est en JavaScript, petite fonction JavaScript, et dès qu'il y a une connexion à un endpoint, ça va lancer la fonction, ça va exécuter le code et ça va mourir. Donc ça c'est très utile. Donc nous Firebase on l'utilise juste pour ça en fait, pour mis à part les statistiques des applis, on l'utilise pour un chat. On a un chat dans nos applis. Donc dans nos applis on a un chat, les gens peuvent chatter. Et en fait, tout simplement, on stocke les messages du chat dans Firebase, dans la base de données Firebase temps réel. Donc là, par exemple,
Je sais pas ce qui se passe là. Fichier, rec, stockage, j'ai rien là. Ah, database, pardon. J'ai tout simplement donc mon chat qui est là. Bfun Sport Chat. Chat. Après, je vais avoir mes org ID, mes channels. Ok, c'est par événement, je crois. Et chaque événement, en fait, j'ai mes messages qui sont listés dedans. Et c'est mes messages de chat qui sont organisés par timestamp, donc par temps. Reprise d'image avec critères, machin. Le message des users ou de c'est votre... utilisateur, administrateur, donc l'administrateur de l'appli, d'accord, qui a un portail web que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs. Mais il y a l'administrateur de l'appli qui arrive ici, par exemple. Ça, c'est les matchs. Par exemple, ça, c'est ma Bfun Team. Je peux venir ici sur un match futur et je peux chatter avec mes fans. Je vais vous montrer. Donc, je pourrais arriver là. Et là, ça va se connecter à Firebase. Ça a l'air de bugger, par contre. Je sais pas. J'ai peut-être perdu ma session. Ouais, c'est bien ça. J'avais perdu ma session. Et donc, l'administrateur peut chatter. Les fans entre eux peuvent chatter. On peut envoyer des images aussi. Et donc tout ça arrive dans Firebase. Ce qui fait que quand il y a un nouveau chat, un message de chat qui arrive dans Firebase, dans la base de données Firebase, bah, tout le monde voit le message automatiquement. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller le relayer. J'ai pas besoin de montrer un serveur, de créer une socket. J'ai pas besoin de tout ça en fait. Tu vois, j'ai rien à faire. J'ai juste à faire un insert dans la base de données et c'est fini. Bon, j'ai un peu bugué, je peux. Là, j'ai un bug de credential Amazon. Là, c'est bon. Ça, c'est de la QA, donc ça bug bien là. Bon. Donc ouais, Firebase, c'est pas mal du tout pour faire de real-time database. Et c'est à peu près pour tout. C'est tout ce que j'utilise moi. Moi, j'utilise juste Firebase pour faire ce real-time database et pour faire le système de statistiques, c'est-à-dire voir les stats de mon appli, les crashs, etc. Puisque maintenant, Google m'a obligé à l'utiliser puisque Fabric va disparaître. Et ça va être remplacé par Firebase en 2019, complètement. Fabric sera toujours là, le SDK marchera toujours, mais le produit en lui-même va être remplacé par Firebase. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que c'est bon. Du coup, pour récapituler, c'est d'abord la première partie, c'est le développement, c'est ça? Donc HTML, enfin, etc. Back-end, front-end. Et après, on a le building. Donc là, c'est Fastlane qui va bon, on va lancer Fastlane. Fastlane va lancer des outils pour builder. Automatiser, etc. C'est ça. Tu vas scripter ta build et ton déploiement, ouais. Du coup, Bitrace va tester. Donc il va lancer Fastlane. Bitrace va lancer Fastlane et il peut lancer d'autres choses. D'accord. Dont par exemple un outil de unit test. Moi par exemple je fais pas de unit test. J'ai juste pas les moyens, j'ai pas les développeurs, donc j'ai pas encore fait d'unit test. Mais tu pourrais très bien lancer un framework de unit test qui va démarrer ton appli dans un simulateur, qui va cliquer comme un humain aux endroits qui vont bien, qui va faire des screenshots, qui va capturer les crashs, etc. Et qui va t'envoyer un rapport. Et si tu passes pas les tests, bah ça dit non, ce code-là marche pas, faut pas le merger dans la repo par exemple. Ta pull request elle marche pas par exemple. Ok. Et Fabric, lui, bon, tout l'aspect commercial, envoyer les tests, des crashs et tout. Détecter tes crashs et avoir des statistiques d'usage. Okay. Ça, c'est Fabric. Et Bitrace encore pour le déploiement. Bitrace pour le déploiement. Alors, Bitrace, encore une fois, c'est juste, imagine-toi, Bitrace, c'est quoi? Tu dis, je veux juste une machine virtuelle, d'accord? Donc, ça va te démarrer une machine virtuelle d'un certain type, soit un Ubuntu, soit un Mac, soit autre chose. Tu as un Windows aussi. C'est juste une machine virtuelle qui est préconfigurée pour builder des choses. Donc, il y a déjà Xcode d'installer, il y a tous les outils Android, par exemple, d'installer. Donc, tu as une machine clé en main qui arrive, qui est prête à l'usage, et toi, tu vas lancer ce que tu veux dessus. Tu vois? Donc, tu veux lancer une build Android, tu n'as pas besoin d'Android Studio. Tu as une ligne de commande, c'est Gradle build. Je peux te monter la ligne de commande, hein. Elle était affichée là. Hein. Si tu remontes un petit peu ici, là, dans notre build qu'on a fait tout à l'heure, tu vois, donc tout ça, ça build, ok, ça build. Là, avant le pâté rose, tu vas voir. Tu vas voir la commande qui a été lancée. Tout simplement, ça va lancer quoi? Ça va lancer ça. Gradle, assemble, QA, le version code, version name, et voilà. Tu vois? Donc ça a lancé ça, cette commande-là, je la relance, ça me rebuild mon appli. Donc en fait, le seul truc qui va builder l'appli, c'est cette ligne de commande. D'accord? Tout le reste avant et après, c'est de la gestion d'appli. C'est là, tu vois, regarde au-dessus, je vais aller faire un diff entre ma version d'avant et ma version d'après. Je vais aller dans GitHub, je vais faire un diff entre mes deux commits et je vais regarder tout ce qui a été créé depuis ma dernière version.
Comme ça, je prends ça, ça me permet de faire un changelog, ça me permet de le mettre dans Fabric. Comme ça, quand j'installe l'appli Fabric, je vois, ah bah il y a eu tout ça de modifié depuis la version d'avant, tu vois. Donc tout le reste, en dehors de cette petite fonction Gradlew, de cette petite commande, tout le reste, c'est juste en gros de l'information, du tracking, du logging, de la communication, du versionning, de capturer de l'information à droite à gauche, histoire que ta build elle soit bien faite, tu communiques dessus, etc. Tu vois. Mais au final, je pourrais très bien lancer juste cette ligne de commande là et ça me build mon appli Android. Okay. Donc en fait, Fastlane te permet juste de faire tout ce qu'il y a autour et Bitrise te permet de lancer Fastlane sans que tu aies de machine. Tout simplement. Ça te lance une machine virtuelle avec exactement la bonne config et ça te lance Fastlane et Fastlane va te lancer le bon outil pour builder ton appli. Ok. Mais du coup, étant donné que tout est automatisé, et supposons un développeur envoie du code et fait une petite erreur. Du coup, il va quand même lancer tout le script, envoyer, etc. à tous les développeurs. À tous les... Dès que je vais merger du code, Bitrise se lance automatiquement, déjà. Donc moi, ce qui se passe, c'est que si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai pas de unit test encore. D'accord. Donc quand quelqu'un m'envoie du code, déjà, ça rentre pas tout de suite dans le master. Ça, c'est mon appli Android, par exemple. Ça va pas tout de suite. Quelqu'un qui va m'envoyer une pull request, là, bah, je vais recevoir un email, je vais recevoir un message sur Slack, je vais dire OK, mon développeur il va me parler, il va me faire bon bah OK, j'ai fait un truc, voilà, OK. J'ai délivré par exemple la tâche machin. Je vais vous montrer un peu comment on gère nos tâches. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour vous. J'ai délivré telle tâche, tel bug, etc. Voilà, ça c'est nos tâches de développement. Les features, les bugs, les chores, les fonctionnalités, les releases, etc. Donc dès que quelqu'un va me release ça, il y a du code qui arrive. Moi, je vais essayer de lire un peu le code, mais la plupart du temps, il y a 100 fichiers modifiés. Je vais pas, tu vois, je vais pas tout lire, quoi. Et puis je suis pas un développeur Android en fait. Moi, j'ai jamais fait d'appli de ma vie. Hein. En fait, j'ai jamais fait d'appli de ma vie moi-même. J'ai touché à beaucoup de code dans les applis, mais j'ai jamais from scratch fait une appli. D'accord. Par contre, je les gère, les applis. Je les gère, je les maintiens, je les mets en ligne, je les build, tu vois. Et donc, mon développeur m'envoie du code. Là, on va faire, bon, OK, je vais regarder le code. S'il y a des trucs bizarres, je vais dire, revois ça, etc. Lui, normalement, en local, il teste. OK. Moi, je vais faire merger sa pull request. Ça va arriver dans la repo. D'accord. Une fois que ça arrive dans la repo, GitHub va dire, j'ai du code. Il va appeler Bitrise. Il va faire un trigger. Bitrise va lancer une machine virtuelle et va me lancer une build. Il va me lancer la build de dev. Il va me créer J'ai 3 environnements. J'ai dev, QA, prod. D'accord. Donc d'abord, je fais tout en développement. Donc j'ai un back-end dev, un back-end QA, un back-end prod. Et j'ai des applis dev, QA, prod qui sont tous connectés à un environnement différent. Vous voulez ségréguer les environnements, quoi. Okay. Si vous ne ségrégez pas les environnements, vous allez faire comment? Vous êtes obligé. Donc en gros, si tu fais une appli, normalement, il y a même 4 environnements. Tu as un environnement de staging aussi, juste avant prod. Donc tu vas faire QA. QA, c'est vraiment du test interne. Ensuite, tu vas passer en staging. Staging, c'est des applications de test, mais ça tape la base de données de prod. Et après, tu es prod. Prod. Bon, nous, on n'a pas staging encore. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est toujours pas sur donc c'est la toujours branche pas en master. prod. Donc moi, je fais juste une build de dev. Oui. Là, on reçoit tous la build de dev sur nos téléphones. Là, je peux la tester, tu vois. Je vais l'installer, je vais la tester, je vais tester la fonctionnalité qu'il vient de faire. Si je vois que ça marche bien, que je suis satisfait, bah, je vais faire OK, cool. Très bien. Bah, ça partira en production à la prochaine release. J'essaie de faire une release par mois. Donc tous les mois, j'essaie d'envoyer une version dans les stores, tu vois. Ça me fait la version de dev et la version de QA automatiquement derrière. Donc dev QA tout de suite derrière. Donc j'ai les 2 applis qui arrivent et comme ça je peux les tester dans les 2 environnements. Okay. Et quand on est satisfait, on regarde tout ce qui a été fait pendant le mois. Moi je fais un rapport, un changelog, quoi. J'écris tous les changements qui ont été faits. Et puis bah, je lance une commande Fastlane, je fais Fastlane deploy prod et ça va me prendre toutes mes applis que je veux déployer et ça va me les envoyer dans les stores avec le changelog que j'ai écrit. Voilà. Et ça part, et ça se build, et ça part dans les stores. Boum, boum, une après les autres. Okay. Donc là, aujourd'hui, Bitrise, moi, j'ai la version payante de Bitrise. Bon, c'est quand même un peu plus de 1 000 € par an. Mais ça me permet de lancer 2 builds en parallèle sur des machines assez costauds. Donc mes builds vont assez vite. Néanmoins, ça prend quand même du temps. Maintenant, comme pendant longtemps, je l'utilisais gratuitement. Donc vous pouvez commencer gratuitement à partir du moment où votre build ne dépasse pas plus de 30 minutes, je crois. S'il reste en dessous de la barre des 30 minutes de build, vous pouvez rester sur le mode gratuit. Okay. Voilà. Bon, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Si vous voulez, on peut parler un peu back-end. Hein. Ouais. Back-end, ouais. Back-end, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Parce qu'il faut voir le mobile, hein, c'est fun, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. C'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'au final, c'est des interfaces graphiques, quoi.
Hein, il y a des tutoriels plein Internet. C'est mignon, c'est marrant, c'est gentil, mais au final, bon. Ok, donc là, je suis sur Amazon. Console d'Amazon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les leaders du cloud. Hein. Donc tout ça, c'est les services Amazon. Donc quand on réfléchit cloud, on s'imagine, ouais, c'est une machine virtuelle qui se lance, c'est super. Donc ça, c'est ce service-là. Ok. Ça, c'est machine virtuelle, c'est un des services. Okay. Tout ça, tout le reste, c'est des services cloud aussi. Et c'est la force d'Amazon. C'est qu'en fait, ça, tout le monde le fait, quoi. Tout le monde le fait, ça. Google le fait. Tous les services de cloud vont te faire une machine virtuelle. C'est pas compliqué. VMware, je mets des Docker, je mets des VM dedans, je les démarre à la volée, je les éteins. Ok, c'est pas très compliqué à faire. Tous les services de cloud le font. Par contre, tous les autres services, tout le monde ne le fait pas, quoi. Et c'est là où Amazon est très 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 fort, c'est qu'ils ont énormément de services dans tous les domaines. Sécurité, developer tools, networking, analytics, machine learning. Là, si vous faites de l'IA, je vois que vous faites ingénierie de la cyberdéfense et ingénierie big data, machine learning. Créez-vous un compte Amazon demain. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils sont en avance sur plein de choses. Ils ont déjà des trucs qui sont préfaits, ils ont déjà des intelligences artificielles qui sont pré-entraînées, donc vous leur envoyez un jeu de données, ils sont capables de faire le travail derrière. Base de données, storage, management tool. Et en fait, ce qui se passe avec tous ces services, c'est que vous pouvez les interconnecter entre eux et vous êtes capable de faire n'importe quel service qui existe aujourd'hui sur Internet. Vous voulez répliquer YouTube, vous pouvez faire YouTube demain sur Amazon, quoi. Ça va vous coûter 0 pour commencer. 0. Vous mettez votre carte de crédit là-dedans, parce qu'il faut mettre une carte de crédit pour en créer un compte, mais ils ne vont pas vous charger d'argent. Hein. Vous pouvez commencer avec un free tier. Moi, juste pour vous donner une idée, ma boîte, on fait tourner à peu près 100 000 actifs users par semaine. Ma facture Amazon, en ayant 3 comptes Amazon payants, donc un environnement de dev, de QA, de prod, ça me coûte 550 € par mois. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Pour une boîte en production qui sert des clients. Donc si vous êtes dans votre chambre à faire vos tests, ça vous coûtera 0. Et moi, ça m'a coûté 0 pendant très longtemps. En fait, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est les machines virtuelles. Bon, les machines virtuelles, j'en ai pas beaucoup. J'en ai avoir 7 ou 8 là. Voilà. Bon, j'ai mon site web qui est là. C'est un serveur Apache. J'ai des bastions pour faire des SSH de manière sécurisée. Donc j'ai mis des gateways, des bastions, etc. J'ai pas mes instances qui sont directement sur Internet ouvertes où je peux SSH dessus. Elles sont sur des VPC, donc c'est-à-dire des private networks. Et donc j'ai une gateway, je vais faire SSH sur la gateway, puis après je vais faire SSH sur un bastion, puis après je vais pouvoir SSH sur une de mes machines. Donc ça c'est juste une question de sécurité. Mais derrière au final, ces machines-là, ça me coûte à peu près un peu moins de 200 balles par mois. À peine. J'ai la même chose en QA, j'ai la même chose en dev, avec moins de machines en dev et en QA. Et donc ça, au final, c'est juste des machines virtuelles qui tournent sur Amazon. Et c'est une toute petite partie. Ça ne sert même pas à l'application mobile. Il n'y a rien, l'application mobile ne touche même pas à ça. Ça va me servir pour mon site internet, là, donc ma plateforme, mon site plateforme. Donc, si par exemple je vais là, ça va me servir de ça va aller taper ces machines virtuelles, là, mon site web qui tourne là. Mais vu qu'on parle de mobile, je vais vous montrer un peu comment l'appli mobile marche. Donc moi, l'appli mobile, comme je vous ai dit, elle est serverless. Donc j'ai pas de serveur. L'appli mobile, elle est servie par un service d'Amazon qui s'appelle API Gateway, qui est en fait un serveur web managé par Amazon. En fait, tu crées ton instance API. Tu la déclares, tu déclares ton API, je vais vous montrer comment on la déclare. Et une fois qu'elle est déclarée, ça va me créer une API. Et en fait, c'est un serveur web qui va répondre à des routes HTTP. Et pour chaque route, ça va faire quelque chose. D'accord ? Donc j'ai mes ressources qui sont déclarées. Ça, c'est tous mes endpoints d'appli mobile. Par exemple, je ne sais pas, on regardait les. Alors je ne vous ai pas fait des mots d'appli, mais si j'en ai une qui tourne derrière, je crois là. Voilà. Attendez, hop, je crois que j'en ai une qui tourne là. Ouais, j'avais ouvert celle du Stade français. Stade français Paris. Donc c'est un iPhone X simulator. Donc, ça c'est GDPR, machin, la pop-up qu'on se prend tous. Donc, à chaque fois que je fais un appel, là, ça va appeler l'API derrière. Donc là, par exemple, c'est mon get event, c'est les matchs de la semaine, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Donc cette liste-là, bon, ça va vite. Je vais faire quoi ? Ça va appeler get events. Donc je vais vous montrer get events. Voilà, get events, c'est là. Ok, pardon. Et donc en fait, ça se présente sous cette forme-là. Ça se présente en 4 étapes. D'abord, j'ai mon client qui est là. Mon client, c'est mon appli mobile. Elle arrive d'Internet. Hein. Donc première étape, elle arrive là d'Internet et elle fait une requête à API Gateway.
Donc API Gateway prend ma requête. OK. Donc il va me dire, OK, c'est une requête, c'est un truc de base, quoi. C'est voilà les paramètres que je passe dans mon header. Qu'est-ce que je passe dans mon body? Mon body, il est vide puisque c'est un get, donc je passe rien dans mon body. Et dans ma query string, qu'est-ce que je passe? Je passe tout ça. Ça, c'est après le point d'interrogation, pour ceux qui ont déjà fait du web. Point d'interrogation avec les paramètres qui s'enchaînent, c'est ça. Donc je les liste, j'ai 5 paramètres. Donc ça, c'est la première étape. Et puis API Gateway reçoit cette requête-là. Ensuite, l'integration request, ça c'est l'étape d'après, c'est qu'est-ce que je vais faire de ta requête web là. Ta requête web, elle arrive, il faut bien que j'exécute quelque chose. Le bout de code, il est où? C'est ça le truc, j'exécute quoi? Il faut que j'aille faire une requête à base de données, que je récupère mes événements, que peut-être que je change des trucs, je les mets dans une liste et que je renvoie du JSON ou du XML à mon appli, quoi. Donc là, l'integration request, on a 4 choix, 5 choix. On peut appeler une fonction lambda, qui est un peu la même chose que Firebase tout à l'heure. C'est une fonction, c'est un bout de code qui se lance, qui meurt. C'est ce qu'on fait nous. Je vous montre après. HTTP, alors là, je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est si tu as une autre API après, c'est un relais en fait. C'est une API qui appelle une API, quoi. Donc tu relais ton call HTTP vers un autre call HTTP. Mock, c'est si vous voulez en gros avoir une API qui marche déjà, mais vous n'avez pas encore le bout de code derrière. Vous n'avez pas encore eu le temps de faire votre API, faites vos fonctions lambda, mais vous avez un développeur mobile qui dit attends, il faut que tu me renvoies la donnée, que je puisse tester mon interface, machin. Tu lui fais une mock request, donc tu veux lui renvoyer tout le temps la même donnée, c'est en dur, hard-codé, mais au moins ton mec mobile il peut taffer. Et il y a d'autres solutions. Donc là, ça arrive au bout de la chaîne, ça va lancer la fonction lambda. La fonction lambda, elle exécute quelque chose, elle se connecte à la base de données, elle fait des trucs, elle génère l'output, et ça revient vers le client. Et donc là, on peut transformer l'output. D'accord? Donc l'output JSON, API Gateway est capable de le lire et de le transformer. Et après, ça va renvoyer un code HTTP, erreur 200, statut 200, erreur 404, erreur 500, c'est à vous de voir, avec un message ou avec de la data. Donc ça, c'est votre endpoint HTTP, c'est votre serveur web en fait. C'est fait, quoi. Et ça scale à l'infini. Hein. Vous pouvez mettre 10 millions de personnes là-dessus, Amazon va se débrouiller, quoi. Moi, ça me coûte 7 centimes par mois, ça. 7 centimes par mois. Donc, une fois que la requête HTTP est arrivée, ça va lancer lambda. Et lambda, c'est donc compute. Et donc là, c'est des fonctions. C'est littéralement un zip. Okay, vous avez 4 choix de langage. Vous avez JavaScript, Java, Python et C#. C'est un bout de code tout con. Je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, comme ça va aller plus vite. C'est un bout de code. Je sais pas, je vais vous montrer. EventsGet, tiens, je vais vous montrer. Je pose le micro 2 secondes. Ouais, c'est un bout de code qui ressemble à ça, quoi. C'est un bout de code qui ressemble à ça. Vous voyez, EventsGet tout petit, hein. Pas grand chose là-dedans. Ça sert mon appli mobile, quoi. Ça sert ça. Ça me renvoie ça. Ok, ce tout petit bout de code là, tout ce que ça fait, ça commence. C'est le bon bout de code ou pas? Non, c'est pas le bon bout de code. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un format à respecter tout simplement. Okay, il y a 2 paramètres qui arrivent de API Gateway, il y a l'événement et le contexte. Le contexte, c'est voilà, des informations de temps, etc. d'Amazon. Et event, c'est de la data d'input. Donc ta data d'input, si tu as passé HTTP, limite égale 10, size égale machin, org ID égale truc, tu as passé tes paramètres, ça arrive dans event. Puis après, je lis tout simplement mes inputs, etc. Je teste mes inputs, je renvoie une erreur si c'est pas bon. Je construis ma requête de base de données. Nous, on utilise Elasticsearch. On a 3 bases de données en fait. On a DynamoDB pour Key Value, Elasticsearch pour faire des graph search et des query search et faire du text search, du fuzzy search. Enfin, c'est assez puissant. Et puis on a Firebase aussi pour faire du real-time database. On a 3 bases de données qui se synchronisent l'une et l'autre. DynamoDB étant la base de données d'Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas Amazon, je vais un peu vite peut-être, mais DynamoDB, c'est la base de données d'Amazon. Pour ceux qui connaissent un petit peu les bases de données objets Key Value, MongoDB, Redis, tout ça, c'est un peu similaire à ça. D'accord ? C'est des tables et dedans, il y a des objets qui ont une clé, une value. Donc si je prends mes events de tout à l'heure, là, je suis là, j'ai mes items, ils sont là. Mes items, ils sont là. Et en fait, c'est des fichiers, c'est de la data JSON, quoi. C'est du JSON tout con. Hein. C'est du JSON. C'est ça que je stocke dans Dynamo. Et pour y accéder, j'ai une clé, ou 2 clés même.
Okay, là, c'est que org ID, mais je peux en avoir jusqu'à 2. Donc ça, c'est ma base de données autoritaire, c'est la principale, et je synchronise ça avec d'autres DB, okay, avec Elasticsearch, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder, qui vous permet de faire des fuzzy search un peu à la Google, c'est-à-dire vous savez, Google, quand vous tapez quelque chose et vous faites une faute de frappe, il détecte quand même ce que vous avez tapé, quoi. Mais il est capable de savoir que vous vouliez dire ça, en fait. Ça vous permet, Elasticsearch vous permet de faire des recherches de documents de texte assez poussés avec... mettre une étoile, par exemple, au milieu d'un mot, et puis il va te sortir tous les mots qui ressemblent à ce que tu as mis, quoi. Donc pour faire du texte, de la recherche de texte, c'est très bien. Au niveau de temps, je suis comment, là? Il vous reste à peu près un petit quart d'heure. Ok. Donc voilà. Et donc cette fonction lambda, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer, elle va faire générer une sorte de JSON que je vais retourner à mon appli mobile. Tout simplement. Et donc comment je fais? Tout simplement, je vais faire un zip. Je vais faire un zip. Donc moi, je l'ai automatisé aussi, ça. De toute façon, si vous faites une tâche plus de 2 fois, il faut l'automatiser. Donc voilà, c'est des zips. Ok, donc si vous regardez moi en local comment ça marche, j'ai un répertoire. 2 secondes. J'ai un répertoire là. Dans SRC, j'ai toutes mes fonctions lambda. J'ai toutes mes fonctions lambda là, raffleget, etc. Elles sont toutes là. Et si je veux envoyer par exemple si je veux envoyer une fonction sur Amazon, j'ai fait un script, je peux faire un make deploy, et je mets ma fonction lambda derrière, et mon shell là est configuré. Pardon, excusez-moi. Donc mon shell est configuré pour être connecté au bon compte Amazon, et donc je fais un make deploy, et mon application, mon makefile va zipper la fonction. Et va appeler l'API Amazon et va juste faire un upload sur Amazon. Et ça y est, ma fonction lambda a été mise à jour. Donc c'est vraiment... bon, là, je suis en prod, je ne vais pas jouer au malin, mais c'est facile après à maintenir, quoi. Et surtout, ça marche. Après, il y a une autre chose pour la vitesse, la rapidité des choses, c'est que devant API Gateway, vous pouvez mettre un cache. Okay. Donc le cache vous permet d'éviter d'exécuter une fonction lambda à chaque fois qu'il y a un call. Et la plupart du temps, les datas, c'est les mêmes. Cette liste d'événements, elle ne change pas toutes les 5 minutes, quoi. Donc je peux renvoyer toujours la même donnée, en fait. Donc je peux la cacher. Et donc si le cache, il n'a pas expiré, je prends le cache et je le renvoie. D'un, c'est beaucoup plus rapide. Deux, ça m'évite de payer pour une fonction lambda derrière. Je n'ai pas à payer la fonction lambda. Les prix, ce n'est pas élevé, mais quand on en exécute des millions, j'en exécute peut-être 1,5 million par mois. Ça me coûte toujours rien, ça me coûte pareil quelques centimes. J'arrive à peine aux fruitières, pour vous dire. Mais le pricing, il n'est pas très élevé, mais quand on commence à exécuter des milliards de fonctions, ça commence à coûter. On va regarder le pricing vite fait. Vous voyez, le fruitière, je peux quand même exécuter 1 million de requêtes par mois, quoi. 1 million d'exécutions par mois gratuit. Donc pour n'importe quel projet d'école ou même perso. Donc en fait, en fonction de la taille de votre fonction lambda, bon, il y a des limitations. Votre fonction lambda elle peut s'exécuter pendant 5 minutes maximum. Il y a 500 mégas de stockage sur le disque dur. Et vous choisissez la mémoire vive dont vous avez besoin. Plus vous allez avoir besoin de mémoire vive, plus ça va vous coûter cher. Okay. Et plus elle va être rapide aussi, votre fonction lambda. Si il y a une fonction lambda à 4 Go, maintenant 3 Go va être super rapide par rapport à l'autre. Mais vous voyez le prix à côté, voilà. Ça, c'est pour 100 millisecondes d'exécution. Donc vous allez payer à la centaine de millisecondes. Donc c'est pas mal. Vous payez vraiment à la demande, quoi. Vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que ça. Donc une fois que vous avez cette API, cette API, elle est assez facile à monter. Alors vous allez me dire, mais comment je crée ça, là? Comment je crée cette API? API Gateway, elle est sympa, mais je suis encore en train de cliquer dans une interface. Si demain je dois faire la redéployer, si je dois créer un nouvel environnement, si je vais pas recliquer dans cette interface pour aller me recréer mon endpoint, je vais pas aller me retaper tout ça, quoi. Vous êtes bien gentil, mais tout ça là à créer, met du temps, quoi. Je vais pas aller me faire action, créer endpoint, créer méthode, machin, c'est ingérable, on est d'accord. Donc en fait, pour pallier à ce problème, encore une fois, il y a des solutions.
si vous faites une API, si vous fassiez ça, faut que vous fassiez une déclaration d'API. Donc il y a des formats qui existent, Swagger étant, Swagger, ça, si vous voulez noter c'est important, Swagger est un outil qui vous permet de, enfin un outil, c'est un format, c'est un standard qui vous permet de décrire votre API. D'accord? Et donc là vous allez déclarer en fait tous vos endpoints tout simplement quoi. Donc si on reprend mon event get de tout à l'heure, qui est toujours le même exemple là, si je vais dans events, je vais avoir, voilà, je vais avoir ici la déclaration events get, description de ce endpoint, paramètres, org ID, statut, avec un enum qui est là, limit, offset. Ça, c'est tous mes paramètres d'input. Où est-ce qu'ils vont? Query, 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 header. Là, il y en a un qui va dans l'header. Et réponse, voilà mes codes de réponse. Soit je renvoie error, je renvoie statut 200, HTTP 200, soit je renvoie HTTP 500. Quel type de schéma et de data je vais renvoyer? Donc là, je fais une référence vers une définition qui est un peu plus bas dans le fichier. C'est un objet, en fait. Là, c'est mes intégrations avec Amazon API. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Vous savez, les 4 étapes que je vous montrais tout à l'heure, bah, ça, c'est première étape, deuxième étape, troisième, quatrième étape. Donc l'intégration, qu'est-ce que je vais lancer? Je vais lancer cette fonction lambda ici. Là. Voilà, cette fonction lambda qui va se lancer. Events get. Alors vous voyez, j'ai des variables, hein, ça s'injecte, ça c'est celui que je génère un peu à la volée. Et ça, c'est ma requête. Donc en input, je génère mon input. Et puis, voilà mes clés de cache. Si je veux cacher mon output et mes valeurs de réponse. Et donc je déclare toutes mes fonctions, toutes mes méthodes comme ça. Et là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je lance pareil un make quelque chose, je lance un make API, je référence le fichier API, je référence la version, je référence le stage dans lequel je veux, l'environnement dans lequel je veux, je fais entrer, ça me lit mon fichier et ça me crée mon API. C'est fini. Donc en fait, dès que je veux créer un nouveau endpoint, un nouveau changement dans ma API, j'édite ce fichier, je lance une commande, ça marche. C'est live. Donc ça, pareil, on gagne du temps. On gagne du temps, on peut déployer à l'étranger. Si demain Bifan, ça marche en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple, il faut que je déploie toute mon interface, tout mon back-end en Amérique du Sud. Et bah il y a plein d'autres outils que je vous ai pas montré, mais il y a moyen que toute cette stack de back-end, je peux la déployer en quelques scripts et ça me recrée tout, serveur, VPC, endpoint, URL, DNS, load balancer, API. Et le but, c'est de vous simplifier la vie, de vous automatiser la vie au maximum pour éviter d'avoir à refaire le boulot pour chaque environnement, à chaque fois que vous déployez, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas le micro, peut-être. Pourquoi utiliser lambda, faire des appels lambda et pas directement faire des appels dans notre API? C'est quoi pourquoi utiliser? C'est quoi l'utilité du lambda? Lambda, c'est la logique, c'est le code source. En fait, c'est ton code que tu dois exécuter. API Gateway, là, ce que je te montre là, ce que je t'ai montré ça, là, ça, c'est juste, c'est les routes de ton serveur web. OK? Donc ton serveur web, là, je vais te montrer rien. Si je veux accéder à mon endpoint, tu vois, il faut que j'aille sur cette URL là. D'accord? Ça te crée un serveur web, quoi, littéralement. Ça te crée comme un site web, quoi. Et là, à la fin, là, je peux faire, là, il y a marqué /1, mais je peux mettre /get events get, autre chose, tu vois. Et donc, tout ce que ça fait, API Gateway, c'est ça te crée le serveur web et ça te crée toutes les routes HTTP. Tu vas configurer toutes les routes HTTP pour répondre à toutes tes requêtes. Mais derrière, une fois que tu tapes ta route, tu arrives sur ta route, la requête, elle arrive dessus, il faut que tu lances quelque chose, il faut que tu exécutes du code. OK? Soit tu vas appeler autre chose, soit tu vas lancer un service, soit il faut que tu aies un bout de code qui retourne de la data, qui se connecte à ta base de données, qui récupère des valeurs, qui fasse des calculs et qui te renvoie à ta liste d'événements, par exemple. Ma liste d'événements, je la récupère de la base de données, il faut que je crée ma liste et que je la renvoie. Et donc cette connexion à la base de données et tout ce bout de code, il faut que ça s'exécute quelque part. Donc API Gateway te fournit juste l'interface, c'est-à-dire vraiment la devanture de ton API. Donc c'est le endpoint HTTP. Et derrière, comme je t'ai montré, il te donne plusieurs choix de qu'est-ce que tu fais une fois que j'ai reçu ta requête, quoi. J'ai reçu ta requête, je fais quoi? Comme tu dis, pourquoi quoi, enfin, t'es arrivé ici, ok, c'est génial, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Pardon, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Et là, tu as 5 choix, quoi. Tu as 5 choix.
Donc soit tu peux appeler un service Amazon, soit tu renvoies de la data statique, soit tu appelles une autre API, soit tu lances une fonction lambda, soit tu fais VPC Link, alors ça je sais pas ce que c'est. Mais en gros ça appelle un Virtual Private, Network. Là, bon. Et donc c'est fait exprès pour être intégré ces deux services-là, tu vois. Si tu n'avais pas API Gateway, tu es obligé d'installer un serveur web. Donc tu es obligé d'avoir Node.js. Normalement quand vous faites une API web, si vous voulez faire une API web pour votre projet perso, vous allez utiliser Node normalement. Hein, tout ce qui est asynchrone, si vous avez un projet libre à installer sur votre machine, vous voulez faire une API, vous allez faire Node.js. Vous mettez Node.js, c'est un système d'événements, tout est asynchrone, donc c'est responsive, c'est pas bloquant, ça marche bien. La majorité des API qui ont été faites sur le marché au début sont faits en Node, enfin, la majorité aujourd'hui sont faits en Node. Bon, il y a des frameworks PHP pour faire la même chose, il y a d'autres trucs, mais Node.js c'est quand même assez adapté pour ça. Mais si vous mettez le Node, ça veut dire qu'il faut une machine, il faut mettre Node dessus. Donc s'il y a une machine, ça veut dire qu'elle peut tomber la machine. Ça veut dire qu'elle ne va pas être à jour dans 6 mois. Ça veut dire qu'elle ne va pas être sécurisée. Ça veut dire qu'il faut SSH dessus. Ça veut dire qu'il faut la maintenir. Il faut la faire, voilà, il faut la faire scaler, quoi. Si demain vous avez 1000 users d'un coup, votre machine elle va faire. Et en fait, ça te remplace un serveur web, quoi. T'as plus de machine, t'as plus de serveur web, t'as plus de Node.js, t'as plus rien. Amazon derrière, ils ont des Node.js, hein, c'est sûr. Hein. Je pense que c'est des Node.js derrière ou c'est quelque chose de similaire. Sauf qu'ils ont une ferme de Node.js. De manière complètement, c'est abstrait complètement. C'est plein de Docker qui se lancent en permanence avec des milliers de machines dans le monde entier. Et dès qu'il y a une requête, c'est un des serveurs qui va prendre le truc. Tout est abstrait pour toi, quoi. Tu vois plus du tout. Tu n'as plus de gestion de le physique, la machine. Déjà que c'est des machines virtuelles, maintenant tu vois même plus la machine virtuelle si tu veux. Tu vois juste le service. Tu te connectes à un service et il fait le job pour toi. Et donc API Gateway, ça te fait le job d'un serveur web. Lambda, ça te fait le job de ta fonction PHP qui serait lancée sur ton serveur web, par exemple. Tu vois, si tu as déjà fait du PHP, tu as une requête qui arrive sur ton PHP, bah, ton PHP il exécute un bout de code, il te renvoie une page web, tu vois, ou quelque chose. Bah, Lambda, ça fait le job du PHP et API Gateway, ça le fait le job d'Apache à récupérer la requête HTTP qui arrive, quoi. Voilà. Et ça te permet de faire du serverless. C'est-à-dire que tu n'as plus à gérer de machines, d'installation, d'OS, de software, tu n'as rien à installer, tu vois ce que je veux dire. Tu n'as plus qu'à te concentrer sur ton code. Et toi, en tant que développeur, c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas te prendre la tête à manager des machines. Tu vois, ça te fait perdre ton temps. Puis en plus, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des bugs de sécu, tu vas te retrouver avec une machine qui est obsolète. Et tu vas te faire pirater à un moment. Tu vois, où ça ne marchera plus, où ça ne va pas scale. Et en fait, ça va coûter trop cher, tu vois. Ouais, ok. Je vais me permettre de mettre un terme à la conférence. Tu peux même pas une dernière question? Alors si, mais du coup derrière il y a un petit verre de clôture. D'accord, du coup on va pouvoir continuer à parler un petit peu après, mais là du coup il faut qu'on clôture. Donc merci pour la conférence, merci à vous d'y avoir participé et j'espère que vous serez nombreux aux prochaines conférences. Merci à tous. Je vous remercie.